accrue. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Mets la caméra, s'il te plaît. D'accord, on s'excuse, c'est notre première émission. On était un petit peu en retard et on était un peu poussé dans l'horaire. Donc, bienvenue à l'Union fait la force. Ensemble, brisons la loi du silence. Notre première émission sur les ondes de douteux.tv. Stéphane, avant que j'aille faire le tour, si tu peux peut-être aider Jenny juste pour mettre le fond d'écran parce que je crois qu'on a juste le numéro. Oui, je vous laisse, je reviens, ça va là. Désolé, vraiment, on est en train d'apprendre la technique et tout ça. Donc, je me présente Adam Richard. Je suis administrateur adjoint de l'Association internationale des droits de l'enfant et de sa famille, la IDF, section Québec, et aussi porte-parole de Mouvement de démocratie 2.0 au Québec. Et je suis co-animateur de cette émission avec ma collaboratrice dans mes activités bénévoles, Mme Chantal Minot, qui malheureusement est absente avec nous ce soir pour des raisons que nous allons expliquer dans d'autres futures émissions, mais c'est lié à des procédures judiciaires abusives dont on va pouvoir avoir la chance d'explorer en profondeur. D'ailleurs, je voudrais inviter les auditeurs à aller vérifier son blog qui s'appelle Les aventures de la dangereuse Minot. Et vous allez déjà avoir une très bonne idée de qu'est-ce qui retient Mme Minot ici ce soir. Donc, je vais juste poursuivre en présentant très rapidement le but de notre émission. Eh bien, c'est une émission d'enquête et d'affaires publiques d'intérêt général pour dénoncer les injustices dans la société au sein du système public et de l'appareil public. Avant de commencer dans le vif du sujet avec des sujets vraiment controversés, avec des dénonciations, des témoignages, on voulait commencer peut-être la saison avec un sujet un peu plus smooth, un peu moins controversé, mais qui est quand même en relation avec le titre de notre émission. Si on prend que le thème de l'émission, la moitié, c'est « Brisons la loi du silence », qui implique donc l'usage de la communication et de la parole. Et la partie « L'union fait la force » et « Ensemble » qui parle dans le fond de solidarité. Je crois qu'on a là ici deux valeurs qui représentent bien ce que représentent dans le fond les médias alternatifs, l'accès à de l'information de manière solidaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi comme premier thème pour cette émission. Le sujet de ce soir, ça va être quelle est l'importance du rôle... Oui? Monte le micro. Monte le micro, merci. Oui, d'accord. Donc, le sujet pour ce soir, avec mes invités, c'est quel est le rôle... Pardon. Quelle est l'importance du rôle des médias alternatifs dans la société actuelle et future? Bon, j'en suis venu à bout. Et à mes côtés, pour traiter de ce sujet-là ce soir, j'ai Michelle Moore à mes côtés. Bonjour. De CUTV, c'est ça? Oui. Et déjà anciennement de 99 médias, je crois, j'ai vu sur son Facebook, c'est ça? Oui, aussi, oui. Parfait. Et j'ai Michael Fortin. Salut. De 99% médias. Oui, exactement. Anciennement de CUTV, non? Non, OK, la coïncidence s'arrête là. Oui. Et j'ai Stéphane P, que je ne connais que par sa lettre. Bon, P. c'est une lettre, ça va rester C'est une lettre, ça va rester une lettre, je respecte ça, Allô? aucun problème. Et qui représente ici ce soir douteux.tv, dont nous remercions la collaboration pour notre présence sur les ondes ici ce soir. C'est nous qui remercions de remplir nos cases horaires, c'est le fun. Je veux juste dire aux auditeurs que si vous me voyez passer devant la caméra et tout ça, c'est parce que c'est une émission dont c'est la première et il faut des fois travailler un peu sur la console. Alors je me promène entre panélistes et gars qui travaillent sur la console pour aider un peu. D'ailleurs, j'aimerais saluer Jenny Bonheur à la console là, qui apprend sur le tas et qui fait son gros possible, mais qui va réussir, ça sera pas long.
C'est juste une question de s'acclimater avec des nouveaux outils de travail. Donc, je voudrais peut-être commencer avec un premier tour de table avec mes invités. Peut-être chacun faire une petite présentation de votre implication au sein de ce qu'on appellerait le mouvement des médias alternatifs. J'imagine que moi-même, je suis un peu impliqué là-dedans, mais vraiment, je me considère comme un junior comparé à des gens comme vous qui ont quand même un certain background, une certaine notoriété. Donc, je trouve que c'est intéressant de nous avoir réunis ce soir pour discuter de ça, l'influence des médias alternatifs présentement et qu'est-ce que ça pourrait être dans le futur. Donc, peut-être commencer avec Michel. Merci de m'avoir invité. Moi, j'ai commencé à peu près il y a 1 an et demi à CUTV. En reportage, je faisais surtout la couverture des manifestations étudiantes lors du printemps érable. Sinon, j'ai aussi couvert les manifestations contre le plan Nord pour Idle No More, des affaires comme ça. Et depuis maintenant 7 mois, je fais aussi partie du conseil administratif à CUTV. Donc, on essaye un peu de rétablir le pouvoir qu'on avait l'été passé, finalement. Quand on parle de pouvoir, j'imagine on parle de pouvoir médiatique, surtout le pouvoir de l'information. Oui, dans d'accord. le sens que c'est ça, le monde, l'automne, ils ont moins entendu, mais là, on revient en force. C'est d'ailleurs un des buts de cette émission ici, justement, c'est de redonner la parole aux gens et de se réapproprier le pouvoir médiatique. Donc, je vais passer peut-être à Michael, un peu la même question d'introduction. C'est pas une question facile à répondre parce que j'ai un parcours assez éclectique. Là, fait que ça dépend des journées, là, comment je me lève le matin. On pourrait comparer nos parcours, éventuellement voir qui est le plus éclectique, mais ça n'est pas le but du débat ce soir. En même temps, je pense que c'est une caractéristique justement de peut-être notre époque aussi. Hein. On a comme plein d'identités, on a plein de façons d'appréhender le réel, de percevoir les choses. On a plusieurs chapeaux à porter. Je te dirais que moi, j'ai une formation en réalisation documentaire. Fait que nécessairement, le documentaire, à l'heure actuelle, c'est le média alternatif par rapport au cinéma. Parce que le documentaire est de moins en moins financé. Le documentaire se débrouille avec les moyens du bord. Fait que nécessairement, dans le documentaire, il y a cet esprit-là qu'on retrouve aussi beaucoup dans les médias alternatifs. Puis, moi, je veux dire, je peux pas dire que je me définis comme membre d'un média alternatif. Je me définis par ce que je fais comme production, puis que ça donne que ce que je produis se retrouve dans ce qu'on appelle médias alternatifs. On pourrait peut-être revenir sur le terme parce qu'il y a plein d'enjeux aussi par rapport à ce qu'on définit comme médias alternatifs, médias citoyens, peut-être médias émergents aussi. Parce que si on voit aujourd'hui, là, je veux dire, peut-être même Radio-Canada ne le fait pas. Ce qu'on assiste parfois dans les médias alternatifs et tout ça. Fait qu'il y a peut-être une question d'une certaine avant-garde qui même se sert des outils technologiques puis qui est peut-être un pas en avant malgré parfois le côté débrouillardise, mais il y a des choses qui s'essayent qui se font pas dans les grands médias. Parce qu'on peut voir justement, c'est peut-être un effet secondaire si on veut de la débrouillardise, mais c'est que justement on se rend compte que c'est pas nécessairement une question de moyens financiers pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui a de l'allure. Puis ça, je pense que Douteux.tv ici, ça en est une preuve vivante. Chacune des réalisations CUTV puis 99 médias qui font du broadcast, la diffusion en direct, des fois sur les lieux d'événements, c'est quand même une logistique particulière à mettre en œuvre, donc ça aussi, mais Radio-Canada, comme vous dites, ou TVA ou n'importe quoi, pourrait financer un paquet d'initiatives de ce genre-là, et puis pourtant c'est zéro. Et là, on a des gens, juste avec de la bonne volonté, un peu d'huile de coude puis de solidarité, ont réussi à faire quand même des choses vraiment intéressantes. Puis je trouve que c'est quand même de bon augure pour les années à venir. Stéphane, je t'envoie la balle, sachant que justement tu as le rôle un peu de représenter la station ici, puis je trouve que c'est quand même quelque chose d'innovateur, même par rapport à aux anciennes formules, justement. Ouais, je me présente pour ceux qui me connaissent pas, là, pour ceux qui écoutent beaucoup Douteux TV, ils finissent par savoir je suis qui. Je m'appelle Stéphane P. Moi, mon background vient de la science politique. Je fais un doctorat en sciences politiques, je fais bac maîtrise là-dedans. Donc, la question du pouvoir en société m'intéresse beaucoup. Donc, les médias, forme de pouvoir. Mais je suis arrivé ici vraiment pas par la branche militante. Puis, c'est pas une télévision militante aussi, puis il va falloir faire une distinction entre alternatif puis militantisme. Ici, c'est vraiment... Si on veut vraiment rentrer dans le militantisme, nous, ce qu'on fait, c'est donner la parole. C'est déjà de la contestation en soi, parce que tu donnes la parole ou accès à des médias à des citoyens qui n'ont pas. Hein, c'est difficile de rentrer dans Radio-Canada. Alors oui, mais nous, tu sais, on est à douteux.org au départ, là, comme mon t-shirt le dit. On a créé douteux.tv, c'est des tripeux de cinéma. Tu sais, on est du monde qui tripe sur le cinéma, de la pub, n'importe quoi qu'on trouve un peu alternatif. Là. Alors après ça, on a créé une télévision pour diffuser ce que ça nous tentait de
voir à la TV qui est jamais vu, puis qu'on considère que en fait ça devrait pas être à 3-4 personnes de décider ce qu'on est supposé voir. Alors nous, c'est vraiment créer de la diversité, créer de la différence, c'est ça. Et après, ben là, évidemment, il y a une espèce de branche politique qui s'est créée à ça parce qu'on donne la parole à des gens. Alors les gens la prennent pour parler de politique, et là, évidemment, ça devient alternatif dans sa nature parce que c'est pas dans les médias mainstream. Mais le but, c'est pas de rester alternatif tout le temps. Parce que si tu restes alternatif tout le temps, ben tu gagneras jamais. Si tu veux que tes idées soient diffusées, à un moment donné, il faut que tu t'améliores puis que tu atteignes le plus large public. Alors l'idée, c'est ça. Fait que le terme alternatif, c'est pour dire les médias qui n'ont pas de moyens, à peu près. Mais là, après ça, il y a médias militants. Faut vraiment faire la retouche un peu, ça recoupe un peu ce que Michael vient de dire. Dans le fond, c'est qu'on pourrait commencer à définir des sous-catégories. Mais oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que douteux.tv, vous remplissez plus le rôle de contenant. Oui, et vous laissez la porte ouverte aux autres d'amener le contenu. Exactement. Il y a une distinction. On a créé un contenant, puis on est des facilitateurs. C'est ça, c'est que faire une émission, quand tu travailles à chaque semaine, tu fais du 40 heures semaine, parler d'un média, c'est de la gestion de carrière en maudit, là, parce que tu es obligé de penser à des années à l'avance, tout ça. Là, ici, on a un gabarit, on a de l'expertise, on a l'équipement, on a un site Internet, on a déjà une crowd, en quelque sorte. Alors, venez remplir ça. Puis, ben, ça va vous donner, tu sais, il y a des shows, c'est modeste, mais des shows qui se préparent 15 minutes à l'avance ici. Mais ce show-là n'existerait pas s'il fallait qu'il travaille énormément plus dessus, parce que le gars, il ferait juste, ben là, j'ai d'autres choses à faire, je vais aller embrasser ma femme puis manger, tu sais. Ben, surtout qu'il n'y a pas de chèque de paye associé à ça. C'est ça, exactement. Fait que c'est des bénévoles. Au bout du compte, nous, on facilite le travail de gens qui veulent prendre la parole puis qui ont juste du fun à faire ça aussi, tu sais. Fait qu'on peut avoir peut-être la naissance d'une synergie, justement, comparée peut-être à CUTV 99 Médias, qu'eux autres sont plus dans le contenu que le contenant. Puis là, j'imagine qu'on va voir peut-être même d'autres initiatives similaires à douteux.tv ou même d'un part et d'autre, autant au niveau du contenant que du contenu. On a déjà parlé, présentement, vous m'avez dit, douteux.tv remplissait un mandat généraliste, donc un peu comme TVA ou Radio-Canada il y a 30 ans, qu'ils mettent de tout et de Exactement. Quoi. Puis dans une certaine mesure, c'est un désavantage parce que c'est difficile de brander la marque, en fait, mais c'est un avantage en quelque sorte parce que puisqu'on fonctionne avec des bénévoles, il y a un bénévole qui, lui, va triper sur la publicité, puis un bénévole qui va triper sur la lutte. Il va faire une émission, puis c'est deux cas réels là, de gars qui sont venus ici parce qu'ils sont intéressés à la publicité. Il y en a un autre qui est intéressé par la lutte. Ils n'en ont rien à faire de la politique. Mais avec le temps, ben, ils trippent avec nous autres, puis ils commencent à prendre des tâches administratives. Mais si tu fais juste de quoi de politique, ben tu vas jamais rejoindre ces gens-là. Lui, eux autres, ils font pas ça pour la politique, ils font ça parce qu'ils aiment ça être en gang, puis parce qu'ils aiment ça à la lutte. Fait que si tu laisses pas la porte ouverte à des gens qui parlent de sujets que peut-être intéressent moins les militants politiques ou quoi que ce soit, mais c'est aussi de la prise de parole, de parler de lutte aujourd'hui. C'est con, mais si lui aime ça, t'sais. Puis après ça, ben, il nous aide dans des tâches administratives, puis on est 50 à travailler sur cette télé-là. Là. On n'est pas 3-4 qui décident de tout. Fait que ça fait un avantage au bout du compte, ce genre d'être généraliste. C'est d'ailleurs qu'une émission de lutte sur mais ce que je trouve ça, c'est ça comme le fait que vous soyez généraliste, ça permet d'avoir un point de départ. J'entrevois dans le futur qu'il va peut-être avoir des chaînes spécialisées, probablement spécialisées dans l'information, côté RDI ou qui va compétitionner avec le créneau des chaînes spécialisées d'information, si on veut. Ouais. À ce moment-là, est-ce que vous voyez qu'il y a une tendance qui pourrait se développer de ce côté-là, de vos côtés? Ben, moi, je dirais oui, mais il y a aussi un piège aussi dans lequel il ne faut pas tomber, c'est essayer de ne pas faire justement, pas calquer sur les grands médias, sur les grands réseaux, puis essayer de leur ressembler. Mm-hmm. Je pense que des modèles comme justement qui est développé ici, c'est au contraire, c'est de développer autre chose. T'sais, une autre façon de faire, une autre façon de dire les choses, puis tout en restant un généraliste, mais peut-être de trouver une autre façon de c'est parce qu'on est aussi tanné du sourire dentifrice d'animateur. Ouais, c'est con, mais on a envie d'authenticité à un moment donné. Puis même si on n'est pas perdu, même si genre Éric Salvaille ferait très bien l'affaire ici, puis on le prendrait, puis on serait bien content, ben il y a de la place aussi pour le gars qui se lève le matin puis qui se peigne pas. C'est à un moment donné, il y a l'air plus vrai, puis ça va chercher quelque chose quand même. Puis à un moment donné, c'est comme je dis, on vit dans un monde de marketing, tout ça. Ici, c'est pas ça. Puis ça fait du bien. T'sais. Puis on vit dans un monde aussi où les gens sont de plus en plus critiques par rapport à cette image-là plastique qu'on nous présente à tous les jours, dans tous les posts, dans tous les médias. On regarde ce qui s'est passé aujourd'hui avec la naissance du bébé de l'autre. Là, je veux dire, c'est incroyable le nombre de réactions contre que j'ai lues partout.
il y avait comme une espèce de tendance très forte à dire on veut rien savoir. Puis je pense que les médias, dans le courant de la journée, ils ont été pognés avec quelque chose, puis ils veulent pas se l'avouer en disant ben oui, mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup de monde. Non, c'est ça. Il y a vraiment une masse critique de gens assez importante qui ont dit on en a assez, puis on veut rien savoir de ça. T'sais. Puis là, après ça, il y a tous les débats. Ben oui, mais là, si vous en parlez, vous participez au cirque quand même, nanana. Non, mais je crois que les gens ont le droit à une prise de parole, puis leur dire on veut rien savoir, c'est tout. T'sais. Puis j'ai aussi le droit de le dire puis sur vos réseaux. Et puis, à ce moment-là, ben il y a peut-être l'émergence, justement, de d'autres choses à côté qui fait en sorte qu'on n'en parlera pas, même si je suis en train d'en parler. T'sais. Mais tu soulèves mon point, justement, c'est que les réseaux traditionnels, si on veut, maintenant, ont une plateforme web où est-ce que c'est en théorie possible pour le citoyen normal, lambda, là, le citoyen ordinaire, de communiquer avec eux, mais on assiste souvent à de la censure, ce qui crée un peu le besoin, justement, pour des plateformes émergentes ou alternatives comme on a là. Sur le sujet du bébé de Kate, ma TV est tellement fermée, j'étais tellement concentré aujourd'hui à préparer l'émission que vous me l'apprenez presque. Je dis bien presque, mais c'est rien que pour dire à tel point que moi-même, personnellement, je m'en... Ah, mais moi, je trouve qu'on sait pas tout à propos de cette histoire-là. Je trouve que c'est les médias qu'on devrait continuer parce que moi, j'aimerais ça qu'on aille vérifier s'il y a du sang bleu pour vrai. Ben là, j'aimerais ça que ça me donnerait une bonne occasion de se faire mal aussi. Je trouve que tu m'as coupé la parole alors que j'allais potentiellement dire un gros mot. Pardon. Non, c'est une joke. Non, mais d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'une de mes expériences de journalisme alternatif à moi que j'ai fait, ça remonte à il y a 2 ans, environ en 2011, lorsqu'il y a eu la visite royale, justement, de William et de sa princesse. Où le RRQ avait organisé une grande manifestation à Québec. Et il y en avait eu à Montréal aussi qui a été beaucoup moins médiatisé. Et nous, on avait été à Sainte-Justine et à l'ITHQ. Et on a filmé, moi j'avais un laptop d'un pack-sac avec un morceau de styrofoam pour garder l'écran ouvert parce que sinon je désactivais mes affaires. La caméra webcam sur une pôle télescopique avec le fil USB plugué en arrière. J'avais 2 heures de batterie. Puis on est allé filmer comme ça, là. Même qu'on n'avait pas de micro, on aurait dû avoir un micro comme ça, on n'avait pas, on avait juste le son était horrible. Ça, c'est un très bel exemple de différence entre médias alternatifs puis médias populaires, médias mainstream. À la manifestation à Québec, il y avait un gros périmètre de sécurité dans lequel les manifestants ne pouvaient pas entrer, évidemment, et dans lequel il y avait des gens choisis à l'intérieur pour faire les photoshots avec la reine. Fait que là, tu avais une centaine de groupiers ramassés en Ontario puis en Alberta qui étaient là pour aller serrer pas la reine, mais la princesse puis le prince. Alors là, il y avait dans les médias mainstream des photos officielles de gens qui tripaient sur le couple royal, les têtes couronnées. Puis tu avais les manifestations arrangées par le RRQ qui avaient pour infiltrer le périmètre, fait un avion qui avait passé par-dessus le périmètre avec une grosse banderole. Cette banderole-là s'est retrouvée partout sur Facebook. Elle s'est retrouvée partout dans les médias à l'international, mais dans aucun média mainstream au Québec. Alors, on voit qu'il y a un énorme besoin de vérité quelque part. Là. Ici, on nous montre que ça fait l'affaire de tout le monde, des belles photos avec des beaux drapeaux et tout ça, mais dans la vraie vie, ça se passait pas de même. Puis il y a des groupes qui ont trouvé les moyens de passer par-dessus le périmètre, puis personne n'en parle. Alors, c'est un bon exemple de pourquoi les médias alternatifs sont importants, du moins. C'est là que j'allais en venir avec mon anecdote, justement, de cette manifestation réelle-là, parce que, justement, les manifestants pro-monarchie, c'était clair que c'était des gens qui étaient payés là. Michel, je vois que tu fais quand même quelques instants que tu es là, que tu n'as pas beaucoup parlé. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot sur ce qu'on vient de dire ou... Oui, mais j'aimerais juste dire, pour ceux qui connaissent peut-être pas CUTV, oui. C'est très, très facile de s'impliquer. Puis justement, nous autres, on est là parce que les médias de masse, ils font pas leur job. Donc, nous autres, on est là pour faire des formations en anglais ou en français, montrer aux gens comment faire des reportages, comment travailler avec les caméras, comment travailler avec Final Cut, puis faire des projets de montage, vraiment des projets début à la fin. Et c'est ça. Donc, on est là pour vous, puis parce que les citoyens, il faut qu'ils reprennent le pouvoir, justement, dont je parlais tantôt, parce que, justement, ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, c'est vraiment pas représentatif des citoyens, finalement. Donc, c'est ça, il faut qu'on... Non, absolument. Puis non, je suis content que tu as saisi la balle au bon pour présenter le mandat de CUTV, justement, parce qu'on a peut-être un peu passé vite là-dessus. C'était un peu ça que je voulais avoir au début, mais le tour de table s'est transformé un peu autrement. Mais non, très bonne intervention. Stéphane a eu le temps de présenter Douteux.tv le mandat. Je vais peut-être présenter 99% médias, le mandat que vous vous êtes donné. Je te dirais que 99% médias n'ont pas nécessairement de mandat.
99% médias se définit par ses productions essentiellement. Je veux dire, l'idée à la base, c'était simplement de regrouper des gens qui ont des caméras puis qui filment. Puis à ce moment-là, de partager ces images-là, ces vidéos-là, puis de toutes les mettre ensemble en disant, regardons, on a une gang pas pire de vidéos qu'on peut regrouper, puis ça fait un peu l'histoire du moment présent, ça fait un peu... Puis chacun aussi, c'est la richesse des points de vue aussi, chacun a sa démarche, chacun a sa façon de filmer, sa façon de raconter une histoire, puis c'est ça qui, sur un même événement, ça amène aussi une recherche. Ceci dit, pour ce qui est du mandat, nous autres, dans notre tête, on se dit que c'est un mandat indépendant pour la justice sociale, ce qui est très large, parce que justement, je pense qu'on ne veut pas s'enfermer dans un carcan. T'sais, on veut essayer de rester ouvert, explorer le plus possible. Puis c'est l'idée du 99 Médias, c'est l'idée que tout le monde fait partie de 99 Médias. C'est une sorte de marque de commerce un peu du style Anonymous, dans le fond. C'est qu'il n'y a pas de carte de membership ou de... Il y a des cartes de presse qui existent. Oui. Qu'on a commencé à produire parce que ça a été très, très, très pratique là, durant le printemps érable, puis on n'avait pas le choix, puis il fallait protéger le monde, puis il fallait jouer cette game-là. Je suis content que tu amènes la question parce que c'est un des problèmes que nous, on a eu de notre côté parce qu'on a essayé de filmer en palais de justice. Mais bon, il y a une zone réservée pour les médias, mais ça prend la carte média pour en bénéficier. J'ai essayé d'agir en tant que citoyen souverain, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé d'agir en tant que média, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous avez fait l'expérience de la carte de presse, ils la reconnaissent quand vous en faites une? Ça dépend des fois, mais souvent, oui, ça a été reconnu. Ouais. Ça dépend des fois. C'est d'avoir quelque chose à dire. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de on a vu des gens de la presse qui sont fait arrêter. Donc... Juste avant ça, finir sur 99 Médias aussi, c'est que je pense qu'il y a autant qu'il y a de membres de 99 Médias, autant qu'il y a de façons de le définir. Puis moi, je suis du monde du documentaire, je fais du documentaire. Il y a Simon qui fait du live, puis lui, il est dans la nouvelle instantanée, il est sur le terrain, il est présent, il passe ses heures avec le monde à les filmer puis à mettre ça en direct. Il y a d'autres gens qui ont passé des heures dans leur salle de montage pour produire des rives, pour faire à partir... Eric n'a même pas de caméra, mais pourtant c'est un des plus grands documentaristes pour moi à l'heure actuelle que j'ai connu parce qu'il a fait du documentaire avec des images du 99. Voilà, autant de façons de voir le 99% média. Dans le fond, c'est comme une grosse collaboration volontaire. Oui, tu voulais rajouter un mot justement sur l'expérience des cartes de presse et... je voulais juste dire que des fois, ça dépend vraiment des policiers, puis de tout simplement où est-ce qu'on veut avoir accès, comme vous dites à l'hôtel de ville. Ce que j'ai trouvé... de justice qu'on avait essayé. Mais l'hôtel de ville, c'était un lieu similaire, oui. Mais nous, à CUTV, ce qui est arrivé, c'est au début de la grève étudiante et tout, ils nous permettaient accès comme qu'on était Radio-Canada, TVA. Mais je crois qu'au long de... Après avoir vu les images qu'on montrait aux gens, puis le fait que c'était vraiment du raw footage, c'était en direct, on n'était pas là pour les aider leur image ou rien, on montrait vraiment ce qui arrivait dans la rue. Donc, ils ont commencé à un petit peu moins nous aimer, puis à force de voir les mêmes reporters, les mêmes policiers. Parce qu'il n'y avait pas autant de contrôle sur le message médiatique qu'avec les médias mainstream. Donc, ils ont commencé à nous bloquer, à nous arrêter, à nous bousculer. Donc, quelle surprise! Je suis étonné! Non, mais c'est ça, c'est excellent. C'est le genre d'anecdote que je voulais qu'on amène justement ce soir. Le 1er mai, justement, on était arrêtés, notre équipe de CUTV en direct, on était arrêtés. Avec Simon Lucier qui faisait aussi un reportage en direct pour 99 Médias. Donc, on a pu se faire arrêter en famille. Et c'est ça, ils ont saisi tout l'équipement, ils nous ont mis les menottes et on a passé jusqu'à 3 heures en arrière du poste de police à l'Angélie. Est-ce qu'ils ont gardé l'équipement pendant un certain nombre de temps? Ou oui, bien sûr, pendant qu'on était menottés, on n'avait pas accès à rien. Non, mais est-ce qu'ils vous l'ont donné dès qu'ils vous ont relâché ou ils ont gardé ça pendant 2-3 semaines de temps, comme ils ont fait avec la tête de Narcopanda? Non. Heureusement pour nous. Ils n'ont pas eu l'audace d'aller effacer ce que vous aviez enregistré, toujours? Non, on avait peur pour ça. Il aurait été illégal en le faisant, c'est pour ça que je pose la question. Ils l'ont fait à un de nos amis cette journée-là, mais lui, il n'y a pas d'accréditation, donc c'est un peu plus facile pour eux de... C'est débattable, mais c'est pas le sujet de ce soir. On en reparlera sûrement un jour. Mais OK. Je dirais peut-être qu'on avance un peu dans le sujet, voir peut-être regarder les formes. On a parlé des différentes définitions qu'un média alternatif ou un média émergent pourrait avoir. Est-ce que vous croyez peut-être que les formes que vont prendre ces médias-là sont nécessairement liées à l'Internet?
où est-ce qu'on va pouvoir sortir du web un jour et peut-être avoir accès au papier ou aux ondes hertziennes traditionnelles, ou est-ce que c'est complètement superflu, c'est des vieilles technologies, puis qu'on ne retourne plus en arrière et on regarde en avant. Quel est votre point de vue de ce côté-là? Là, je parle autant, pas rien qu'au niveau de production vidéo, mais j'ai parlé de papier, donc au niveau des articles de blog, des choses de même. Ce que je trouve, c'est que le monde, ils sont vraiment intéressés, surtout plus envers les vidéos que les blogs. Malheureusement, on n'a pas le temps aujourd'hui de prendre le temps de lire des articles, donc le monde il cherche plus souvent des vidéos, justement. Donc, on a vu aussi que si une vidéo il dure plus que 3 ou 4 minutes, on perd aussi des visionneurs. Donc, je crois pas que c'est impossible de faire justement de la communication en utilisant comme les médias traditionnels, mais je crois que faut les faire comme... Il faut vraiment faire tout ce qu'on peut. Il faut avoir les médias sociaux, il faut avoir la télévision, faut encore faire les call-outs via email, mais il faut surtout écrire des articles pour encore aller chercher les gens qui ne suivent pas les nouvelles par Internet, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne le font pas. Donc, il ne faut pas les oublier. Puis là, on a comme un double défi aussi. C'est pas seulement d'aller chercher de l'auditoire pour les informer qui voient notre matériel, mais c'est d'essayer d'en motiver aussi pour qu'ils deviennent bénévoles et grossissent les rangs, et ça, c'est une autre marge. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Michael? C'est-à-dire que tu poses la question, c'est sûr que moi, de mon point de vue à moi, c'est dur de revenir en arrière, puis je crois que on est dans une période où tout reste à inventer encore. Si ça va passer par l'Internet, pour revenir sur ta question, je crois que nécessairement oui. Je crois de plus en plus tout va passer par là. Mais en même temps, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a tous ces outils-là très puissants entre les mains. Puis il faut apprendre à s'en servir, puis y aller de façon créative, puis voir comment on peut travailler avec tout ça, puis arriver à produire, puis à échanger avec les autres, puis à essayer de faire des modèles différents aussi de ce que les autres proposent. Puis l'avantage des médias alternatifs, c'est que nous, on peut s'en virer rapidement. Je veux dire, il y a une nouvelle gogosse qui sort, on l'essaie, ça coûte pas cher. Tandis que les grosses institutions comme les mainstream, les TVA, Radio-Canada, ça doit, avant d'inclure une nouvelle technologie, ça doit passer par tous les paliers de décision, toutes les gestions. Puis le bureau au 11e étage doit prendre la décision. Après ça, la technique doit faire les tests pendant 6 mois. Puis, tandis que nous, ça fait 1 an que c'est UTV. Ça a été les seuls à faire du live stream dans la rue pendant ces événements-là. Puis, je veux dire, avec une longueur d'avance sur tout le monde, tu sais. Moi, je veux pas parler au travers de mon chapeau, je veux surtout pas me vanter et enlever les mérites de personne. Je me demande si j'ai pas été le premier au Québec à faire du live avec mon pack-sac que je racontais tantôt. C'est ça, exactement. Un an, tu vois. Est-ce que tu travaillais avec Marie-Josée Drolette? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Je me souviens pas. Attends, tu l'as déjà rencontré? Ben oui, elle est venue. En fait, on était supposé avoir des projets ici avant qu'elle décède. En janvier, justement, au tournant de l'année. Paix à son âme. Jenny, je pense que les micros sont vraiment pas assez forts si je me fie à la barre de son. La barre... si je continue de parler, là. En tout cas, la barre verte de son qu'il y a sur le moniteur. Parfait. Moi, je peux rebondir sur la question que tu poses. Est-ce que l'Internet est nécessaire, ce qui est incontournable? Moi, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Ça a changé. On va passer dans l'Internet. Je crois que c'est vrai. On n'est pas encore dedans parce qu'il y a des générations qui sont plus populeuses, tout ça. Mais si on regarde les gens autour ici, je pense qu'il n'y a personne qui écoute la TV à peu près. J'ai même plus de TV chez nous. Pourtant, j'étais un consommateur de TV à plus savoir quoi en faire. Mais mes parents sont encore là-dessus. La radio, ça va être encore important. Ça va toujours l'être à un certain niveau, mais l'Internet va prendre plus de place. Puis c'est important qu'on commence tout de suite à faire des initiatives pour que quand Québécois puis quand Radio-Canada vont se lancer sur Internet pour vrai à un moment, on soit déjà là. Parce qu'ils vont toujours être forts. Ils vont se lancer avec des moyens incroyables, mais on va être déjà là, puis on va avoir déjà une expertise, on va avoir déjà une manière de faire, puis on va déjà créer un following. Le marché va être encore plus fragmenté qu'il l'est aujourd'hui avec les chaînes spécialisées. Il va falloir travailler fort, mais on va avoir à gagner là-dedans en créant des niches, en créant du following. Je pense que c'est très, très positif ce qu'il y a, mais c'est sûr que ça demande plus d'efforts. Puis mais au moins, ça donne la parole. C'est sûr qu'on est toujours dans les balbutiements, mais déjà, moi, j'ai un background d'informaticien. Dans une vie précédente, et je suis rentré à l'université au moment où, j'oublie son nom, l'ingénieur qui a inventé le premier navigateur web en 92.
Donc, je suis tombé là-dedans comme Obélix dans la potion magique. Pour vous mettre dans le contexte, en 1996, Internet est devenu public, accessible au grand public. En 2000, on a eu l'autre vitesse. Donc, c'est une croissance exponentielle. C'était très, très rapide, cette époque-là. Là, je suis remonté à 2000. On est rendu en 2013. On est encore dans la phase de la révolution Internet. J'avais vu à un moment donné dans une publication spécialisée en informatique qui disait que la révolution Internet était terminée. Mais c'est parce qu'il n'avait que d'un point de vue strictement marchand et commercial par rapport à la bulle et au marché boursier. Puis moi, j'ai dit non, c'est loin d'être fini, on est en plein dedans. Puis c'est une très belle époque pour être, justement pour être en plein milieu de ça, je trouve. Puis justement, vivre des soirées comme ce soir. J'aimerais peut-être amener la réflexion, justement, concernant la survie à long terme, peut-être de ces mouvements-là ou des organismes qui sont présents pour s'assurer que ça dure dans le temps et non pas toujours de... Ça dure un petit bout, ça meurt, un autre qui repart, ça meurt, un autre qui repart. Pas toujours recommencer la vie. Donc, il va falloir qu'éventuellement, collectivement, on se pose des questions concernant peut-être le financement. Est-ce qu'il va falloir qu'on se fasse des mouvements de convergence comme ils ont fait dans les grands mainstream, puis c'est peut-être un peu ce qu'on fait ce soir maintenant? Est-ce que ça peut prendre la forme de coop d'information à vocation semi-commerciale? Là, je lance des idées dans les airs, là. Sentez-vous libre d'ajouter votre propre version, votre point de vue? Qu'est-ce qui pourrait être fait de ce côté-là? Quelle est votre utopie de ce côté-là, même, je dirais? Je crois que toutes les possibilités sont là pour grandir puis pour rester, non se planter. Je veux dire, à tous les jours, on a des exemples, on a de la preuve qu'on fait quand même quelque chose de bien. Là, CBC, justement, ils nous ont appelés quand ils ont acheté les mêmes backpacks pour faire des broadcasts en direct. Puis ils nous appellent, comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut avoir une période de consultation, que vous nous apprenez comment faire des broadcasts, finalement, tu sais? Puis bien sûr qu'on a dit, non, tu sais, on peut pas juste venir, tu sais, vous dire comment faire notre job, là, quand même, mais... ça se paye. Moi, vous pouvez négocier votre taux. Non, ils voulaient vraiment que ça soit juste par bénévole encore, tu sais, parce que tout le monde sait qu'on est des bénévoles à CUTV, donc pourquoi pas pour Radio-Can. Mais... on est des esclaves. Bénévole égale esclave, hein, à la maison. Ça. Donc, non, on sait qu'on fait quelque chose de bien, puis il faut juste continuer. Pour des sources de revenus, je veux dire, il y a quand même beaucoup de projets qui sont là. Je veux dire, faudrait bien explorer les possibilités puis voir. Je pense qu'on a probablement tous déjà essayé d'avoir un bouton PayPal, mais au-delà de ça, des fois, on frappe un mur. Oui. Est-ce qu'on tombe dans les soupers spaghettis à la Denis Coderre, que ça a l'air d'être très efficace? Non, mais ça peut être niaiseux, mais je veux dire... nous, on fait un marché aux puces ce mois-ci. On a lancé des invitations au monde pour nous donner des choses, puis on va aller au marché aux puces Saint-Eustache, louer une table, puis on va vendre leurs affaires. Fait que c'est gratuit, on va se faire un montant, on va financer avec ça. Je pense que ce qui est le plus dur dans le fait de rester pour des médias comme ça, c'est quand c'est la production des bénévoles, c'est juste ça qui fait en sorte. Je pense que ce que nous on fait comme différence, puis ce que CUTV a comme avantage aussi, c'est qu'il y a des institutions qui sont créées. Puis les gens à l'intérieur de ça peuvent remplir les vides que l'institution va... T'sais, donc, si moi, je m'en vais, quelqu'un peut prendre ma place. Ça se peut que ce soit un tripeux de lutte. T'sais, mais, je veux dire, dans cette mesure-là, l'institution va survivre. L'idée, c'est de trouver moyen de faire survivre des institutions, puis pas qu'elles soient toujours sur le dos d'individus qui, à un moment donné, vont finir par sataner de travailler tout le temps bénévole dans le beurre. T'sais. Pour pas que ça repose sur les épaules d'une personne. Exactement. Même un petit groupe de gens super motivés, c'est qu'à un moment donné, les gens ont une vie. À un moment donné, je vais avoir des enfants. À un moment donné, ma vie va changer. Fait que l'idée, c'est de créer des institutions qui permettraient, qui sont stables, puis qui sont bien ancrées. Tu crées les murs, puis tu remplis les gens avec des locataires. Et ça, c'est peut-être un avantage que 99 Médias a moins, je pense, mais que CUTV a parce qu'il y a une structure institutionnelle énorme. Puis nous, on travaille là-dessus, c'est pas évident. Là, parce que moi, je vais y aller peut-être d'une hérésie pour un militant de tendance anarchiste, là, on va le dire, mais justement, quand j'avais dit une coop d'information, peut-être à vocation semi-commerciale, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'évoluer, à un moment donné, d'avoir assez d'audience et peut-être une sorte de financement populaire ou quelque chose de même pour qu'on puisse se payer des salaires, justement, pour le temps qu'on met là-dessus, pour assurer, ça peut être... C'est des idées que je mets dans les airs. Est-ce que vous croyez que c'est carrément utopique ou c'est incompatible avec ce qu'on fait? Ou moi, je pense que oui, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas se décourager à travers tout ça, parce que le modèle économique sur le web, là, les mainstream, les méga corporations, ils ne l'ont pas trouvé encore. Le 3/4 de ce qui se passe sur le web est déficitaire à l'heure actuelle, même la presse est déficitaire, tout le monde est déficitaire. Fait que, il ne faut pas trop s'en... ça peut être lourd, mais je veux dire... Pas tant que je veux m'inquiéter, mais je pose des questions pour mais nous, on n'est pas déficitaire, par exemple. Non, c'est ça, c'est que on va essayer pas de se financer avec le site Internet.
on se finance, on aimerait ça, là, avoir de la publicité. Puis en fait, probablement qu'on serait capable de l'avoir s'il y avait un bénévole qui voudrait travailler là-dessus. Mais on se finance avec des événements. Puis c'est douteux.org, en fait, qui chapeaute douteux.tv, qui avait un modèle de financement depuis un moment, qui a fini par utiliser ses fonds pour faire ça. Puis ça devient une activité qui rentre dans le mandat de douteux.org. Alors, on n'est pas déficitaire, mais on s'assure, par exemple, jusqu'à maintenant, on s'assure que notre média, tout ça, n'est pas dépendant de fonds de roulement. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent ce mois-ci, on survit pareil. T'sais, la seule chose que Douteux TV coûte, c'est la ligne d'Internet, la ligne de connexion. Le reste, on n'a pas d'autre. Alors, il y a un moyen de... comme on a arrangé notre survie de cette façon-là. Fait que tout ce quand on investit, c'est juste des bonus. T'sais. Alors, l'idée, ce serait de trouver un moyen que le modèle d'affaires continue à être comme ça. Puis que si on a des revenus qui sont plus stables, ils ne deviennent pas... Que si on les perd, ça ne mettrait pas en danger la survie de la station. Puis moi, je pense que c'est le modèle d'affaires qu'on devrait avoir. Puis c'est celui que jusqu'à maintenant, on a, mais très modestement. Donc, pour l'instant, c'est peut-être plus facile de dire que ça fonctionne de cette façon-là ou pas. Mais, en tout cas, de toute façon, que dire? Je sais que c'est une question très théorique, là, puis que ça prendra peut-être une forme juste dans plusieurs années, mais je voulais quand même qu'on aborde un peu la question justement du futur et non pas seulement de actuellement. Je voulais parler, il nous reste peut-être... il nous reste... On peut aller jusqu'à Écart, vu qu'on a commencé Écart, ou tu veux qu'on arrête à 9h? On peut aller jusqu'à Écart. On peut aller jusqu'à Écart, donc il nous reste près d'une demi-heure. C'est moi qui décide, tout le monde, avez-vous entendu? C'est lui le boss. Ben, c'est le boss de la station, hein? On peut s'en aller, On me donne de l'importance. Ah, tu peux partir, moi, prendre ta place, ça a l'air cool. Non. Bon, j'ai perdu le fil où est-ce que je voulais m'en aller avec ça, mais non, c'est ça. Futur. Je voulais parler peut-être de l'influence actuellement, justement. Peut-être parler quel a été, dans vos cas, vous avez rempli un rôle plus journalistique. Est-ce qu'il y a eu, vous, dans votre cas, je pense que ça va être le printemps érable, un moment journalistique plus intense ou plus important, un scoop particulier qui vous rend particulièrement fier de ce que vous avez fait ou qui vous a fait sentir utile à la société ou... Je sais pas comment tourner la question, je veux dire, un moment vous avez été content d'avoir fait ce que vous avez fait parce que à cause du résultat que ça a donné. Et des gens que ça a pu rejoindre. Parce que dans le fond, c'est à ça que ça sert, on rejoint des gens. Si on ferait pas ça, on parlerait dans le monde, dans le vide. Ben, moi, j'ai un petit exemple. Je crois que le monde sont plus familiers avec ce que j'ai fait pendant le printemps érable, mais malgré tous les événements qu'il y a pu avoir pendant tout ça, je pense que ce que je me rappelle présentement comme exemple un peu amusant, c'est que pendant... c'était la parade de la Sainte-Patrick, justement. Puis je pense 10 minutes après que les polices ils ont escorté les petites familles, puis tu sais, c'était fini. Bon, il y avait des adolescents qui traînaient un petit peu en dehors des bars et tout ça. Mais c'est parce que la manière que la SPM m'a répondu, là, ils ont emmené les chevaux, ils ont gazé les jeunes, ils ont même essayé de séparer une bagarre entre deux filles avec des matraques. Donc, il n'y avait personne d'autre dans le coin à part moi, mes petites caméras qui étaient là pour fêter la Sainte-Patrick. J'ai vu cette vidéo-là, puis je vais t'avouer quelque chose. Hein? Je parlais, est-ce que ça a rejoint les gens? Ben oui, ça m'a rejoint. Parce que moi, j'ai couvert quand même les manifestations des souricières ce printemps, puis je voyais la montée de l'État policier, si on veut, on peut l'appeler comme ça. Et j'étais super inquiet par rapport à la Saint-Jean, entre autres. Ben, c'est pour ça que ça m'a frappé, là, ce moment-là, parce que même si c'est rien à comparer à ce qui est arrivé l'été passé, mais oui, c'est l'est, parce que c'était une journée complètement normale. Familiale. Oui. Et aussitôt que les petites familles sont parties, là, ils n'ont pas hésité, puis ils ont vraiment... Ma belle-mère, là, qui nous regarde probablement pas parce qu'elle est occupée présentement, mais je sais qu'elle va être au courant. Une bonne madame de 70 ans et plus qui est toute elle y va à la parade de la Saint-Patrick. Puis quand j'ai montré le vidéo, elle n'avait pas été cette année-là parce qu'il y avait d'autres choses. J'ai montré cette vidéo-là, ben, elle n'en revenait pas. Je dirais elle-même, comme sa conception de la police qui est là pour nous protéger, elle s'est effondrée de... Juste avec cette vidéo-là, ça... Ben, c'était ironique parce qu'on avait été, moi puis William, le caméraman de CUTV avec qui je travaille constamment, là, on avait été pour prendre une petite pause de les manifestations puis la SPVM. On voulait relaxer un peu, là, puis non. Pas capable. Michael, peut-être sur la même question? Ben, je te dirais que depuis 2 ans, on vit beaucoup de belles petites choses comme dans 99 médias. L'exemple qui me vient en tête, c'est même pas un exemple qui me concerne, mais que je trouve tellement intéressant. Mathieu, l'an dernier, qui a fait une vidéo qui s'appelle Sécurité publique, où
je me souviens plus exactement du titre, mais sur sur le maire de Saint-Bruno qui sort les citoyens un après les autres quand ils contestent durant le conseil de ville, tu sais. Et puis ça faisait plusieurs mois que toute la gang de 99 médias partait tous les lundis couvrir les conseils de ville, se rapprocher des gens, puis parler au monde, tu sais, puis jaser avec eux autres, puis fumer une cigarette dehors, puis tout ça, puis développer cette relation-là, tu sais, très très proche, tout en restant, tu sais, centré sur le travail. Et puis là, Mathieu a sorti cette vidéo-là, qui a fait parler le Québec pendant une couple de journées. C'est le vidéo qui a fait connaître 99 médias, dans le fond, si je ne me trompe pas. Entre autres, oui, c'est de façon grand public, oui, c'est ça. Et puis, un des plus beaux commentaires qu'on a eu, c'est qu'il y a une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit « Vous avez changé l'histoire locale. » Fait qu'à l'échelle locale, à l'échelle de la communauté, à Saint-Bruno, ben vous, votre gang, vous l'avez changé. Tu sais, ça s'en allait par là. C'est un gros fait d'armes. Puis, oui, c'est ça. Puis moi, je trouve que c'est comme une des plus belles choses que tu sais, quand tu es engagé, quand tu es motivé, quand que tu fais de la caméra, quand tu fais, tu sais, que tu consacres autant de temps, que d'avoir cette réponse-là, c'est super beau. Ben, je peux-tu répondre à la question? OK. Je vais juste te dire un commentaire, c'est que dans le fond, même si on est marginal, si on est étiqueté marginalisé, par rapport au mainstream, c'est qu'on a quand même vraiment une influence, puis ça, je peux le confirmer. Je ne dirai pas dans mon anecdote, je peux le confirmer. Je peux confirmer que je le vis moi-même avec mes moindres moyens, mes modestes moyens. Aussi, là, c'est un autre sujet qu'on va couvrir plus dans les autres sujets de l'émission, mais au niveau légal, on assiste des parents dans le système judiciaire. Et là aussi, du simple fait d'avoir une présence qui est là pour assister la personne qui est concernée, ça change l'attitude du système face à elle. Ça, oui, vraiment. Donc, on vient sur le thème peut-être solidaire, la solidarité que je parlais au début, que dans le fond, on ne fait pas juste d'informations pour un chèque de paye ou pour plugger des publicités comme à la télévision, mais vraiment pour avoir un impact dans la société, puis aller chercher les gens, puis avoir une influence dans leur vie carrément. Puis un peu comme ce que tu dis aussi, c'est que dans le fond, on a cette chance-là, ou ce côté-là que nous, on est à l'aise avec les caméras, on est à l'aise avec les micros, avec la technique et tout ça, mais il faut comprendre que c'est pas donné à tout le monde non plus. Non, on apprend sur le tas pour la plupart. D'ailleurs, même Geneviève... Oui, bien justement, pour l'annoncer, on n'était pas en broadcast. On n'était pas en direct. Le site Internet de Douteux TV ne projetait pas ce qu'on projetait parce qu'on n'avait pas pesé sur broadcast, en fait, mais là, c'est réglé. On est en ondes présentement. De toute façon, l'émission a été enregistrée, alors elle sera en rediffusion sur le site. Alors, ça, fait qu'on peut faire du montage, finalement, c'est cool. Hein? Fait qu'on peut faire du montage puis tout enlever nos bouts qu'on n'aime pas. Si tu veux, ouais, mais il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas. mais donc, on s'excuse du problème technique, on vient de se rendre compte. L'émission va être au complet disponible en différé. Stéphane, si tu veux continuer pour ça, on va juste enchaîner. Oui, la question, c'était les faits d'armes. Les faits d'armes et l'influence que ça a pu avoir dans les gens. L'influence, nous, je dirais que ça se mesure pas d'abord, ça se mesure pas. Mais nous, on a une influence. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici puis qui ont écouté des émissions, puis que là, ils ont envie de s'impliquer, puis ils le font, puis nous, on grossit tout le temps à cause de ça. Alors, on a de l'influence dans la vie de certaines personnes, c'est clair. Est-ce qu'on a de l'influence dans le débat public? C'est difficile à dire. Mais on a eu quand même des débats qui valent la peine. Moi, je me rappelle, j'avais animé une émission aussi avec Éric Duhem, Ariel Grenier, qui avait un débat, c'était anarchisme versus libertarien. En fait, c'est pas un super débat, c'est pas le plus civilisé au monde, mais ça a eu lieu. On a eu Éric Duhem qui a essayé de défendre son idéologie pendant 1 heure. Tu sais, j'avais jamais vu ça. Alors, nous, c'est de créer des moments comme ça. J'ai envie de l'écouter. Ah non, mais va l'écouter, c'est super bon. Il y a Émilie Joly qui est presque toi à gauche, ça, ou quelque chose comme ça. Puis Marc-André Sir, qui est chargé de cours à l'UQAM, et blogueur au voir, qui avait affronté Éric Duhem. Bon, ça, en tout cas, c'est pas tout le monde qui... Il y a de bonnes raisons d'être très, très critique de la manière dont ça s'est passé, mais ça a eu lieu. Puis il y en a eu d'autres comme ça qui ont vraiment eu lieu. Là, on parle des médias alternatifs. On en avait eu une ici, un débat sur les médias alternatifs. Donc, Claudine Simon avait été là. Il y avait Patrick Bourgeois qui avait été là. Jean-Philippe Descaries, Mathieu des Fils de la Liberté. Le deuxième podcast politique au Québec. En tout cas, il y avait eu d'autres personnes comme ça. Alors, on a des débats intéressants. Il y a d'autres émissions. Puis, ça continue. Là. Mais nous, c'est vrai qu'on sort pas. Fait qu'on amène ici. Fait que on crée des événements à l'intérieur ici. Mais on a eu d'autres bons événements, des shows de musique, des trucs comme ça. Que pour un band, ça lui donne une carte de visite, des trucs comme ça. Alors, l'idée, c'est de créer des événements pour nous plus que d'aller voir l'événement.
ou de commenter ou d'analyser l'événement. En tout cas, mais un jour, on sera bien avec une unité mobile, là, mais pour l'instant, on a un studio. Ben, c'est pour ça que j'ai comparé peut-être tantôt que vous étiez plus un contenant, dans le sens que le studio est là pour recevoir Exactement. peu importe le contenu qui va venir. Par contre, je vous poser la question, si vous voulez avoir une unité mobile, est-ce que c'est pour faire de l'information? C'est pour la mettre en disposition, en fait. OK. C'est pas... Donc, oui, de l'information pour quelqu'un qui veut faire un reportage. On a déjà des gens qui ont des caméras dans notre lot, qui font faire des fausses pubs. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui s'amuse, puis on a du plaisir avec ça. Là, présentement, il n'y a personne qui a décidé de faire des reportages politiques avec ça. Un jour, peut-être, là, on va prêter. Là, on a déjà un peu de matériel qu'on peut prêter, mais l'unité mobile, elle servira à ça. Mais ça pourra aussi être une émission qui va se retourner dans la rue, qui sera tournée sur le toit, qui sera tournée dans un barbecue pour faire l'émission d'été plate de Guy Jodoin. Alors, l'idée, c'est l'unité mobile, c'est qu'elle serait à la disposition du monde. Et là, s'il y a des gens qui veulent l'utiliser pour faire des reportages politiques ou avoir des émissions là-dessus, ben on va être... Let's go, on va être super contents. J'aime l'idée de faire l'émission de barbecue dehors l'été. Là, ben ouais. J'aimerais ça qu'il y ait. Dans le contexte ait. Généraliste, là, c'est sûr que c'est en dehors du cadre de l'émission que nous, on veut se donner notre mandat qui est clairement politique. Mais on va chercher d'autres publics. Puis, ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui écoute la lutte le mercredi soir, ben des fois, on se rend compte qu'il s'est mis à écouter une émission politique qui est sur TV. Alors là, on va chercher ailleurs, parce que si on fait juste de quoi de politique, tu prêches souvent à des convertis. Alors que là, il y a moyen d'en convertir. Puis c'est comme ça que les médias généralistes ont souvent fonctionné. Est-ce que ça peut fonctionner sur Internet? J'espère, en tout cas. Je dirais qu'à 99 Médias aussi, on a comme développé un peu cette stratégie-là, parce que tantôt, je parlais de Saint-Bruno. Bien, avec le temps, on s'est ramassé parce qu'on est quand même très présent sur notre Facebook. On essaie d'assurer en 2 vidéos, d'assurer une présence des médias sociaux puis tout ça. Maintenant, on s'est rendu compte que les gens de Saint-Bruno commençaient à s'intéresser aux Syriens, la communauté syrienne qui est dans la rue, qui revendique les droits et libertés pour la Syrie puis tout ça. Les Syriens se sont commencés à intéresser au mouvement étudiant. On a comme travaillé différentes communautés, puis ça, en bout de ligne, ben c'est ça fait du monde qui, regardons, je comprends ce qui se passe dans leur réalité à eux autres, parce que 99 Médias produit une vidéo, parce que douteux.tv échange, me fait découvrir d'autres communautés, puis la parole de ces gens-là. Parce qu'au fond, au Québec, on n'est pas dans un vase clos qui est bouché du reste du monde, puis en plus qu'on est sur Internet, justement, la communication avec les autres ailleurs et l'échange d'informations de part et d'autre, ça fait partie. Mais on aimerait ça nous garder dans un vase clos, c'est sûr. C'est plus facile parce que ça fait des... Ah, mais ils peuvent plus. C'est ça qui est le fun avec Internet, c'est qu'ils peuvent plus. Ouais. Enfin, ils peuvent plus nous garder dans un vase clos. On va exister si ça nous tente. Exactement. Alors là, après ça, c'est de s'imposer puis de prendre la place. C'est comme une compagnie. Je veux dire, il n'y a personne qui va te donner un marché, mais prends-le le marché, crée-toi-le. Puis là, c'est ça. Fait qu'on est là-dedans. Je pense que... Mais aujourd'hui, ils peuvent plus nous ignorer. Puis c'est facile de faire ça. Puis ça, c'est la grande différence avec il y a 15 ans. Puis aujourd'hui, en tout cas, c'est... J'ai pas mal couvert les thèmes que j'avais préparés. Il reste peut-être environ une dizaine de minutes à l'émission. Donc, je voudrais quand même qu'on continue à parler sur le sujet at large, là, mais sans nécessairement vouloir guider plus que ça la conversation. Peut-être 10 minutes, peut-être faire chacun un dernier tour de table sur un sujet qu'on aimerait peut-être aborder, qu'on n'a pas abordé ce soir. Peut-être Michel, je veux pas te mettre le micro, mais je sais que t'as pas parlé beaucoup. Ben, t'as parlé quand même, oui, mais... Ben, on peut quand même... Je vois que les hommes n'ont pas peur de s'imposer dans la conversation. Toi, t'attends qu'on te donne la parole, donc je vais être galant. Ben plus poli que nous autres. Ben, c'est ça, gang de sauvages. Non, mais si on veut, on peut quand même comme garder dans le même sujet aussi, parce que j'ai une tonne d'exemples encore. Oui, ben c'est ça, sur vas-y, comment continue. C'est ça, c'est pour ça que je dis, je veux pas limiter, là, Non, mais tantôt, on parlait d'influence, puis comment est-ce que les médias alternatifs, indépendants, ce qu'on veut, influencent les médias de masse, puis encore plus récemment... une couple de membres de COTV, on avait été invités justement à faire partie d'une conférence à l'UQAM avec Manon Massé et une couple de professeurs. Et ensuite de là, après la rencontre, ils nous ont rappelé pour savoir si on voulait faire partie justement c'est un sommet d'éducation pour 5 jours qui se passe à Mont-Saint-Sauveur. C'est le YMCA qui le font. Okay. Puis c'est différents thèmes justement pour des enfants entre 15 et 25 ans. Puis ils apprennent justement comment faire des médias alternatifs. Puis ils ont invité plein de monde de différentes branches de médias au Québec. Puis c'est ça, donc nous, on est invités. Puis moi, à chaque fois que quelqu'un me lance une invitation comme ça, je me sens vraiment...
Ben, je veux dire, c'est flatteur, tu sais, ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien, Il y a une justement. crédibilité qui est reconnue par, puis j'allais dire par les pairs, mais c'est même pas nécessairement les pairs parce qu'ils nous prennent à part, mais en même temps, ils voient qu'ils ont quelque chose à apprendre de nous, peut-être. Là, c'est ça. Puis là, récemment, 99 médias, ils ont ben, je vais laisser Michael vous le compter, là, mais ils ont beaucoup à être fiers eux aussi, donc... Vas-y. Ben, parce que, dans le fond, l'histoire simple, c'est qu'un de nos documentaires, qui était plus un essai documentaire, a été sélectionné au Short Film Corner à Cannes, au Festival de Cannes. Fait que pour nous autres, ça a été comme ben, pour moi, c'était une expérience assez intense à vivre, là, de me ramasser finalement au Festival de Cannes avec un de mes trucs, puis de le vendre, puis dans le milieu du cinéma, puis de dire, bon, mais là, c'est vrai, je suis dans la grosse game, dans le plus gros festival du monde. C'est quelque chose que tu avais publié sur le web? Puis c'est quelque chose qui a commencé par être publié sur le web. Ils l'ont reconnu comme quelque chose Ça s'appelait Manifeste Printemps érable. Okay. Et puis que finalement, le fil en aiguille, il a été sélectionné dans certains festivals. Puis là, finalement, ben, il s'est ramassé au Short Film Corner, Festival de Cannes, tu sais. Puis... Quand même significatif, bravo. C'est quand même significatif. Puis je peux te dire que j'ai été super bien accueilli. Les gens étaient contents que des gens comme moi, que du monde des médias alternatifs qui sont un peu à côté de la traque de l'industrie. Parce qu'on pourrait parler longtemps de l'industrie du cinéma aussi, hein, tu sais. Et puis qui sont présents à Cannes. Ça avait quelque chose aussi quand même de rassurant en disant, tu sais, c'est possible. Tu sais, il y a des gens qui sont ouverts à ça. Il ne faut pas non plus tomber dans un côté machiavélique et dire, bon, mais tu sais, il y a les méchants d'un bord et il y a les gentils de l'autre. Il y a des gens qui souhaitent de tout cœur que des médias alternatifs comme nous autres émergent puis nous fassent entendre la voix de ce qu'on a à dire. Tu sais. Puis il y a plein de gens qui sont prêts à nous aider à travers ça. Tu sais. Et puis, ça m'a amené beaucoup d'humilité parce que moi, j'arrivais là-bas à Cannes avec l'esprit, moi, je suis indépendant, moi, j'ai fait mon affaire tout seul, moi, je suis alternatif, nanana. Puis, j'ai découvert du monde de la fiction qui sont dans le même bain que moi, qui eux autres aussi, ils se démerdent avec pas grand-chose, puis qui font des chefs-d'œuvre. J'ai une question, ils t'ont-tu payé le billet d'avion puis l'hôtel? Non, j'ai tout payé par moi-même. Cependant, j'ai lancé une petite campagne de socio-financement, puis j'ai ramassé 1300 $. Ça m'a super gros aidé. D'ailleurs, je remercie tout le monde. J'arrête pas de vous remercier. Ça fait des invitations qui coûtent cher. En passant, ça ne coûte rien venir ici. Et puis, ben, tu l'as-tu ton carré? Ah oui, ben, puis j'ai ramené, il faut quand même le dire, des carrés rouges découpés dans le tapis de Cannes. Excellent. J'aurais dû vous faire ça. En exclusivité ici, hein, merveilleux. Juste pour ça, ça valait la peine. Non, oui, absolument. Non, vraiment, c'était un haut fait d'âme. Je te félicite pour ça. Mais, juste pour finir ta question, par exemple. Oui, allez-y. J'ai quand même fait une demande aux bourses au Conseil des arts, puis on m'a répondu par ça rentre pas dans le budget, dans les critères du programme, machin, pour une bourse de déplacement. Nul n'est prophète à son pays. J'ai trouvé ça dommage. C'était correct. C'est sûr que c'était quand même, pour moi, c'est un gros investissement, mais j'ai trouvé ça. Il y a encore, malgré ce que je disais tantôt, il y a encore des choses à travailler. Et ça, c'est pas unique au domaine des médias. Je te dirais, Non. comme j'expliquais tantôt, moi, je viens du domaine de l'informatique. Je me suis un peu recyclé dans mon domaine en 2000 en sécurité informatique de manière autodidacte de chez moi, après un burn-out, dont je n'irai pas dans les détails. 6 mois plus tard, je me ramasse invité à des conférences internationales au Mexique, à côtoyer ceux-là que j'étudiais 6 mois avant, à présenter mon propre matériel. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai travaillé en Europe, des choses comme ça. Mais ici, au Québec, là, une job en informatique, là, impossible. Donc, c'est pas il y a une mentalité dominante, si on veut, qui déborde juste le seul cadre médiatique, là, mais on voit vraiment un parallèle avec ce que tu viens de dire, là, que nul n'est prophète en son pays. J'ai pas d'autre manière de plus simple de l'exprimer, je crois. Tu voulais dire quelque chose? Je vais te dire de parler plus fort dans ton micro. OK. Mais pour conclure, moi, je dirais que, il y a aussi, si on veut percer les médias mainstream, les médias alternatifs peuvent travailler à créer des vedettes médiatiques sur Internet qui pourraient peut-être un jour percer. C'est-à-dire, Éric Duhem, moi, j'ai vu sa carrière dès le départ. Il a commencé à commenter dans les radios de Québec. Ils l'ont poussé, ils l'ont mis partout. Puis à un moment donné, la TV n'a pas eu le choix de le prendre. T'sais. Puis les journaux, même chose. C'est qu'à un moment donné, en créant des vedettes, on peut peut-être arriver à pousser nos propres idées.
Il y a ça. Deuxième chose, je vais juste dire, il y a plein d'émissions politiques à Douto TV. Là, je vais faire. Il y a celle-ci qui en parlera énormément, mais il faudra se lever le matin, qui est une émission animée par David Fortin-Côté, Caroline Boulet et Nicolas Marion. En tout cas, il y en a plein d'autres. Il y a la mienne, la Cour du Roi Pato, qui devrait recommencer dès cette semaine. La Cour du Roi Pato. Oui, citation célèbre de Lucien Bouchard. Oui, mais c'est ça. En fait, oui, c'est ça. On a gardé la faute. Je trouvais ça très drôle. Les Fils de la Liberté, tout ça. Alors, c'est toutes des émissions politiques qui présentent plein de points de vue sur plein de sujets. Alors, si vous voulez encourager les médias alternatifs, écoutez ces affaires-là, c'est quand même bien. Puis, je voudrais aussi dire, il y a un bon film qui existe qu'on devrait faire jouer. Là, on le fera pas parce qu'il y a le film du lundi après, mais le jouet. La version française de Pierre Richard, la version américaine de Richard Pryor, qui est un journaliste qui n'a pas de job, qui travaille comme jouet de l'enfant du boss de la compagnie, qui finit par créer un journal avec l'enfant pour faire chier le boss. Absolument. Puis là, ils sont obligés de l'écouter puis ils font avancer leur point comme ça. Ouais. Alors, les médias alternatifs, même à l'intérieur d'une compagnie avec le boss puis l'employé qui se trouve être le jouet. Un peu précurseur, justement, en avance de son temps, parce que ça date quand même des années 80. C'est vraiment bon, mais il y a la différence française. C'est un film de classe en France, mais c'est un film de noir aux États-Unis. Alors, la division sociale n'est pas la même. Mais c'est super bon, ça vaut la peine de voir. Je te dirais, s'il referait le film en France aujourd'hui, il serait arabe. Non, pas nécessairement. Peut-être. En tout cas, je pense qu'il serait ouvrier français, mais en tout cas. Ouais. Peut-être y aller avec un dernier mot de la fin en vitesse, parce qu'il nous reste que quelques minutes. On va pouvoir terminer ça en beauté. Ça fait des signes, là, c'est ça. Oui, puis elle va être bien contente de faire jouer le générique de la fin. Lâche pas le génie. Oui, c'est vrai, si on a un générique, il faut le passer à un moment donné. Oui, mais qu'on a fini. On fait le dernier tour de la main. Le dernier tour de la table. Michel? As-tu encore quelque chose à dire? Je veux pas forcer. Non, si j'aurais quelque chose à ajouter, c'est tout simplement de vraiment d'arrêter d'attendre que quelqu'un, que les médias de masse changent. Il faut vraiment l'entreprendre nous-mêmes. Puis je crois qu'à fur et à mesure que le monde, justement, il bouge plus envers l'Internet, je pense qu'ils vont juste pas avoir le choix de voir ce qu'on fait. Puis justement, on voit déjà ça commence, là, tu sais. Ils voient que, justement, ce qu'on fait, ça marche. Puis le monde nous écoute, donc ils essaient d'entreprendre un peu la même chose que nous. Puis c'est ça, juste prendre tu sais, s'il y a quelque chose qui se fait pas couvrir dans votre communauté, là, prendre une caméra, puis va le faire vous-même, parce que c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. C'est ça. Michael, en vitesse? En vitesse, moi, je te dirais... Une minute, oui. Pour l'avenir, je dirais dans la même optique que Michel, mais je veux dire, moi, je suis quand même, malgré tout ce qu'on peut entendre en politique, dans le monde à l'heure actuelle, moi, je suis hyper optimiste parce que, justement, tu sais, je rencontre plein de gens comme ça, plein de personnes hyper motivées, puis je me dis, il y a vraiment quelque chose dans l'air... autant qu'on peut être déprimé parfois par l'actualité, autant qu'on peut dire qu'il y a quelque chose en l'air, il y a un changement de mentalité, puis on en fait partie, puis on peut justement mettre la main à la pâte puis participer, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'on pense juste à l'environnement. Écoute, on n'aura pas le choix qu'il y ait un changement. On est rendu avec des trains qui nous pètent dans la face. On n'a pas le choix de s'impliquer à un moment donné. Alors, à ce moment-là, mais je sens que... Moi, je suis hyper optimiste, puis je sens que ça va quand même générer tout ça, quelque chose de très intéressant les prochaines années, puis fun de la citation. Voilà. Merci. Stéphane, mot de la fin? Il me reste, je vais juste dire en 10 secondes, les médias alternatifs doivent considérer, je pense, à mon avis, que la plupart des gens font pas d'efforts pour s'informer. Alors, il faut aller les rejoindre, il faut les atteindre, il ne faut pas attendre qu'ils s'intonisent nos affaires, il faut qu'on leur mette d'en face. C'est pour ça que la TV, ça marche bien, tu t'assois, tu checks ce qu'il y a à la TV, tu sais. Fait que, en tout cas, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir aux trois. Je voudrais peut-être terminer avec un dernier mot de la fin sur cette même question-là. Je voudrais m'adresser aux auditeurs cette fois-ci, que justement, votre support, non seulement en tant qu'auditeur, mais en tant que votre support financier, un support financier populaire pour appuyer pas juste Douteux.tv ou mon émission, mais CUTV ou 90 ou n'importe qui justement qui serait prêt à aller devant là puis qui n'a pas les moyens d'avoir une caméra. Si vous avez une caméra, prêtez-lui. Puis moi, j'ai commencé de même avec Marie-Josée Drolet. Elle me prêtait sa caméra et on se lançait en équipe les deux là-dessus. Elle avait des tremblements et donc c'est un merveilleux travail d'équipe. Donc, on va terminer là-dessus et on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée. Et on vous rejoint la semaine prochaine en espérant que nous allons avoir peaufiné nos problèmes techniques et que ça ira sans aucun problème. Donc, merci à mes invités, merci aux auditeurs. Merci. Bonne soirée. Générique. Merci.